Voilà, donc j'invite les 4 conférenciers de la journée à prendre place sur la scène. J'ai pas de souci, allez-y, je vous en prie. Par contre, on devait... Ah, il y a un oubli de téléphone. On devait avoir davantage de micros. Est-ce que c'est possible, Isabelle, les micros? Parce que là, il n'y en a qu'un. Merci. Alors... Je souhaitais me mettre là, si ça ne me dérange pas. Parce que... Et oui, c'est pour... non, c'est pour les donner au... Oui, voilà, que ça puisse circuler. En fait, je pensais que vous alliez... Voilà. Donc, rapidement, je résume pour les personnes qui n'étaient pas là pendant la journée. Nous avons entendu 4 conférences qui tournent toutes autour du livre numérique et des enjeux qu'il suscite. Et ces 4 conférences provenaient de points de vue très différents. C'était notre intention, l'intention de, en lançant notre projet, de multiplier les points de vue et de susciter la réflexion. Donc, nous avons entendu ce matin Jean-Luc Velay, chercheur CNRS en neurosciences cognitives de l'Université d'Aix-Marseille, qui nous a présenté les changements cognitifs et cérébraux induits par les nouvelles technologies. Puis nous avons entendu Christophe Evans, sociologue, spécialiste de la sociologie de la lecture et des usages des bibliothèques. Christophe Evans est chargé d'études en sociologie au service études et recherches de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et qui nous a présenté les pratiques de lecture contemporaine avec un regard sociologique. Ensuite, cet après-midi, nous avons eu le plaisir d'entendre Françoise Benamou, économiste et professeure des universités, qui nous a présenté le livre « À l'heure numérique », avec une multitude d'entrées. J'ai trouvé personnellement que ça dépassait la simple économie. Et pour finir, nous avons entendu Milad Douéhi, philosophe et historien du religieux, chercheur, qui nous a présenté... j'allais en dire pourquoi un humanisme numérique, enfin sa conception d'un humanisme numérique. Donc, pour lancer le débat, et je vais proposer également à la salle de participer. Nous avons eu 1 heure devant nous pour pouvoir échanger et prendre la mesure des enjeux de l'évolution à laquelle nous participons et à laquelle nous assistons en même temps. Donc, pour démarrer, je voudrais juste évoquer, hier matin, nous avons eu un débat avec des lycéens du lycée Saint-Exupéry. Et ce qui m'a frappé, c'est... donc on était parti à partir d'extraits de Petites Poussettes de Michel Serres. Et la réaction de la plupart des lycéens était que le point de vue de Michel Serres était exagéré. Et qu'ils avaient l'impression d'être décrits comme des êtres mutants qu'ils ne se sentaient pas être. Et j'ai eu le sentiment que, alors qu'ils sont les premiers consommateurs de pratiques culturelles numériques, qu'ils ne mesuraient pas forcément la révolution culturelle que nous sommes en train de vivre. Et donc, un des étudiants notamment disait « c'est pas une révolution, c'est une simple évolution ».
Donc je voudrais avoir, pour lancer la table ronde, votre point de vue là-dessus. Est-ce que, parce que nous sommes pris dans le quotidien et avec un angle de vue réduit, nous ne mesurons pas à quel point des changements importants sont en train de se produire, ou est-ce que ce n'est pas si important que ça? Est-ce que Madame Benamou veut bien commencer? Et puis... J'en entends pas. Celui-là marche, oui. Je ne sais pas, c'est difficile de répondre. Pour des jeunes très, très jeunes, ils sont nés dedans, donc effectivement, c'est pas une révolution. C'est leur contexte de vie. Je crois que c'est une révolution, oui, c'est une révolution cognitive. J'imagine que j'étais pas là ce matin, mais que vous l'avez décrit largement. C'est une révolution de l'accès au savoir. C'est une révolution aussi de la façon d'échanger et de construire le savoir. C'est une révolution économique. J'ai évoqué quelques éléments sur la destruction de valeurs et la reconstruction qui se fait éventuellement ailleurs. Voilà. Donc il me semble que non, c'est pas une évolution. Mais, qu'en pensent les autres conférenciers? Moi, je voudrais revenir aussi sur leur sentiment d'adaptation au monde dans lequel ils vivent. Effectivement, c'est tout à fait logique qu'ils ne se sentent pas mutants, puisqu'eux, ils se perçoivent justement comme étant tout à fait adaptés au monde, et en particulier au monde numérique dans lequel ils évoluent, et en particulier avec les réseaux sociaux numériques, la connectivité permanente, et pour une grande partie d'entre eux, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, l'usage des téléphones portables, et sinon des smartphones. En revanche, si on leur demandait s'ils ne trouvent pas que leurs parents ou leurs grands-parents sont ringards, là, je pense qu'ils seraient peut-être un peu plus cash, ils se sentiraient peut-être un peu plus mutants dans l'âme. Voilà, il faudrait peut-être essayer. À voir dans le questionnaire d'enquête, pourquoi pas. Voilà. Et sur l'aspect évolution, révolution, j'aurais tendance, moi, à faire une réponse de Normand. Hein. Ils ont à la fois raison et tort, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui demeurent, hein, qui demeurent assez stables, hein, dans le processus de création, dans le processus de création de la valeur sur la création, dans l'imaginaire des institutions et du livre en particulier. Et on l'a vu à maintes reprises. Françoise Benamou était assez claire sur le sujet, Milad Douei encore plus. Il y a effectivement une forme de révolution disruptive, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rupture avec le passé. On n'est pas seulement dans l'innovation à la marge, on est vraiment dans l'innovation de rupture pour un certain nombre de choses, et notamment en ce qui concerne, je finirai là-dessus, les pratiques de réception qui sont beaucoup plus actives et participatives que par le passé. Elles l'ont toujours été, mais là, avec le numérique, ça prend une ampleur effectivement qui est beaucoup plus forte. Oui, pour répondre rapidement, moi je crois que c'est une grande mutation. J'aime pas beaucoup le mot révolution, mais c'est purement un choix de mots. Mais moi je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de l'ordre de la conversion de la société, non pas dans le sens religieux, mais parce que ça reflète aussi la nature du numérique lui-même, qui ne fait que convertir de format en format et ainsi de suite. Et tout notre héritage, en grande partie, qu'il soit produit actuellement au scolarité, en voie de transformation et de conversion. Et au-delà de là, je crois que ça peut se comprendre qu'eux, ils ne se sentent pas du tout comme mutants, mais en même temps, c'est leur demander quelque chose auquel ils ne peuvent pas répondre d'une certaine façon. Après, effectivement, quand on commence à comparer leur propre perception d'eux-mêmes avec leurs parents, grands-parents, ça va changer exactement comme ça a été dit. L'essentiel, à mon avis, c'est ça qu'ils saisissent, c'est que le numérique aujourd'hui est le vecteur de valorisation dans tous les secteurs de l'économie, à tout ce qui suit. Et c'est, je crois, ils en sont très très conscients. Moi, je ne suis pas vraiment capable de répondre à cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution ou d'une révolution? J'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de rupture un petit peu brutale, là, ne serait-ce que par l'aspect temporel. Les choses vont très vite. Et je dirais qu'au plan
cognitif, c'est le seul plan sur lequel je pourrais me placer. S'il y a une façon de penser qui change assez radicalement après le numérique, c'est-à-dire si ces outils ne sont plus des simples outils, mais si notre façon de les utiliser, ou plutôt notre utilisation de ces outils, change la façon dont on pense d'une manière générale, d'un certain point de vue, on peut parler de révolution. Voilà. Et donc, je dirais que peut-être pour la lecture et pour l'écriture, qui était au cœur de la journée aujourd'hui, si les outils numériques changent la façon dont on lit, dont on écrit et dont on s'imprègne de ce qu'on lit et de ce qu'on écrit de manière forte, on peut parler d'un certain point de vue de révolution, au sens où le retour à l'état précédent ne sera pas forcément envisageable. Juste un petit point technique. Est-ce que Alexandra peut prendre le micro? Parce que... Tu as un micro, Alexandra? Ah voilà. Donc j'invite les participants. Si vous avez une question qui vous vient, voilà, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. On ne garde pas le format de la conférence de la journée. Donc n'hésitez pas. Oui, il n'empêche que, en tout cas en vous lisant, j'ai personnellement eu le sentiment que je n'avais pas pris la mesure des changements et de la taille des changements. Et j'ai réalisé, c'est pour ça que j'ai employé le mot de révolution, mais c'est effectivement pas le mot au sens circulaire, mais au sens de destruction et création. Au sens qu'il me semble... donc j'avais envie, dans un premier temps, d'évoquer cela, parce que, pour que tout le monde soit bien au diapason. Et il me semble que une quantité importante d'activités culturelles, et pas seulement, d'objets, sont en train de disparaître ou d'être totalement modifiés, ou partiellement. Je cite ceux qui me viennent à la main, mais que ce soit la disparition de la montre, des journaux qui n'existent presque plus, peut-être demain le stylo, le livre papier, et puis tant d'autres objets qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Voilà. Donc sur cette destruction, me semble-t-il, génère deux tendances. Il y a quand même une forme de blocage ou d'angoisse qui est liée à tout un mouvement de société, où il me semble que de nombreuses personnes essayent de bloquer l'évolution. Et on voit bien dans les retours aux intégrismes. Et de l'autre, un enthousiasme qui peut-être est une nouvelle forme de l'enthousiasme pour la science qu'a pu connaître le 19e siècle. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Sur la destruction créatrice, c'est une parabole qui est proposée par Schumpeter qui est à propos de l'innovation. L'innovation qui à la fois détruit des pans de l'économie, mais en crée d'autres. Mais ce qu'a de spécifique le numérique, c'est sans doute que par son aspect globalisable, totalement globalisable, virtuel, ce qui est détruit ici peut être recréé ailleurs, et donc toutes les cartes sont rebattues. Et peut-être juste une deuxième remarque. Non seulement donc cette destruction créatrice porte en elle de la création dont on ne sait pas très bien qui seront les gagnants et les perdants, si je puis dire. Mais en plus, le deuxième élément, c'est que on a effectivement, par rapport, si on compare à la révolution des transports, révolution industrielle des transports, c'est-à-dire les chemins de fer, c'était une révolution industrielle où on a détruit tous les transports qu'il y avait auparavant au profit du chemin de fer, et ensuite plus tard de l'automobile. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que là il s'agit de transporter de l'information, et donc ça irrigue
bon, déjà les transports physiques irriguaient l'économie physique, mais là ça irrigue l'ensemble de l'économie et l'ensemble des échanges et des manières de penser, etc. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose d'extrêmement fondamental dans ce changement, dans cette conversion, pour reprendre le terme qui était employé, et qui fait qu'elle crée à la fois peut-être de l'enthousiasme, quelquefois angélique, et beaucoup d'angoisse. Puisqu'on parle de moyens de transport, j'aimerais, moi, mettre mon petit grain de sel dans cette question pour montrer aussi que parfois, il y a des permanences qu'on s'empêche de voir. Il y a de la destruction, c'est indéniable. Il y a effectivement, parfois d'ailleurs, des choses violentes qui ont lieu avec ces évolutions numériques et de l'économie numérique en particulier, la disparition de certains métiers, voilà, correcteurs, typographes, des métiers menacés, libraires, d'autres encore, bibliothécaires peut-être, à un moment, en bout de chaîne. Et en même temps, il y a des choses aussi... le retour du vélo dans les villes, moi, m'interroge en tant que sociologue. Je trouve ça assez intéressant. C'est quand même... c'est la petite reine du 19e siècle. Alors, la radio qui était aussi triomphante au 19e, au début du 20e, elle semble souffrir. Mais il y a ces formes de... On me dira, c'est pas tout à fait les mêmes bicyclettes. Elles sont électriques parfois, elles sont en carbone, hyper légères, certes, mais c'est quand même, ça reste malgré tout du vélo, quoi. Voilà. Et on pédale. On s'attendait pas à pédaler. Pensez aux projections futuristes à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, en particulier chez les écrivains de science-fiction. C'est pas du tout... 2015 ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient prévu. Donc je pense qu'on peut avoir aussi des curseurs qui sont différents. Malgré tout, je suis quand même d'accord sur l'essentiel. Ça bouge, et ça bouge même assez fort. Mais tout ne bouge pas. Oui, très vite pour commenter sur la même question, il me semble, quant à moi, c'est la notion d'information qui est essentielle parce que le numérique ou l'informatique dans sa dimension industrielle est un matérialisme. Et on a souvent oublié ça. C'est un matérialisme comme on avait connu d'autres qui aujourd'hui en lien avec l'environnement d'une manière qui devient de plus en plus visible et parfois problématique. Et je crois que c'est tout à fait essentiel de prendre en compte la dimension matérielle, non pas seulement du côté du climat, etc., mais de l'information elle-même qui est matérielle. Du coup, cet aspect parfois de la dématérialisation qui a donné des idées qui ne correspondent pas du tout à la réalité concrète de l'information, de son existence, de la nécessité de la faire évoluer pour éviter l'obsolescence parfois programmée, tous les aspects qui rentrent et qui peuvent donner des aspects qu'on n'avait pas de la même façon. On avait dans le papier certains aspects mais qui étaient relativement faciles à gérer. L'autre dimension qui me semble intéressante et un peu unique avec le numérique, c'est qu'il opère des ruptures radicales sur des formes de longue continuité. On peut le voir avec beaucoup, que ce soit avec le livre ou autre chose. Ça commence en l'imitant, en le reproduisant, en un livre homothétique, puis au fur et à mesure on s'en détache, qui peut valoriser le livre classique papier, mais qui en même va créer un objet qui est entièrement numérique d'un certain point de vue. Et on peut le voir dans toute une série de secteurs, que ce soit économiques, sociaux ou ailleurs. Je crois que c'est quelque chose d'assez unique. On n'a pas eu dans notre histoire d'équivalent à ma connaissance, qui correspond entièrement à la manière dont le numérique structure, que ce soit le social ou le reste. Est-ce qu'une personne dans la salle veut intervenir sur le thème de cette évolution accélérée ? Oui. Oui, c'était une question que je voulais poser ce matin après la première intervention, puis je me suis dit que c'était peut-être pas aux neurobiologistes qu'il appartenait de répondre. C'était quand vous évoquiez l'aspect irréversible de la disparition, enfin, si on prenait des décisions vis-à-vis de l'enseignement, de la lecture et des apprentissages, qu'en serait-il
en cas de crise écologique et surtout de crise d'énergie, c'est-à-dire comment peut-on penser la révolution numérique, là, du livre numérique, indépendamment de la transition énergétique, ou comment on l'aborde, et de la transition, enfin, je veux dire, des modèles de transition en général, quoi, la ville en transition. Donc, certes, on peut imaginer, pour faire référence à la petite reine, que on peut faire pédaler les enfants pour continuer à alimenter leur tablette. Et voilà. Mais bon, c'était une. Comment on fait cette relation entre donc toute cette ouverture du numérique et puis le point quand même où on en est aujourd'hui dans le constat de l'impasse de la société face à la consommation d'énergie? Enfin, moi, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, mais en ce qui concerne spécifiquement les questions d'enseignement, si demain on introduit massivement les outils numériques à l'école, comme il en est question, et d'une manière générale d'ailleurs dans la société, ça créera de fait une dépendance à l'énergie et à la matérialité, même si on est dans quelque chose qui est, semble-t-il, plus immatériel qu'une dépendance beaucoup plus forte. Sans parler du fait qu'il y a aussi un aspect collatéral qu'on n'a pas encore abordé, ou qu'on n'abordera peut-être pas d'ailleurs, ça va renforcer des inégalités sociales entre les écoles et les milieux ou les villes ou les quartiers richement dotés, qui pourront avoir à leur disposition les outils numériques les plus récents, et les milieux défavorisés qui seront à la traîne comme toujours. Et compte tenu du fait de l'obsolescence très très rapide des outils numériques, on peut se faire du souci de ce point de vue-là. Les pratiques éducatives classiques, anciennes, par exemple pour l'écriture, qui consiste à utiliser du papier et un stylo, étaient beaucoup plus, ou sont encore beaucoup plus égalitaires de ce point de vue-là. Alors voilà, ça c'est un aspect qui est largement, qui va au-delà de mes compétences de neurobiologiste. Une autre question? Oui. Deux autres questions. Je voulais poser une question, soit de politique ou de géopolitique, je ne sais pas, ou de politique fiction. Les grandes multinationales du numérique sont d'essence américaine, Google, Facebook et tant d'autres. Ils ne sont pas, enfin, ils échappent un petit peu au contrôle démocratique, puisque leur but est essentiellement quelque part le gain, le profit. Peut-on imaginer un jour que si les États-Unis deviennent une dictature, ils auront des outils formidables en termes de contrôle des citoyens, ou même par rapport à... Quand je dis citoyens, c'est citoyens du monde, puisque ce sont des multinationales qui sont globalisées. Est-ce que quelque part, c'est pas un risque quelque part? Je vais essayer de répondre. Moi, je ne suis pas sûr. Je crois on est entièrement d'accord comme Françoise l'a dit, c'est une échelle qui est inconnue de développement des grands acteurs du numérique aujourd'hui. Par contre, aussi, l'histoire des États-Unis est assez particulière vis-à-vis ces grandes machines. Le cas classique qu'on utilise, c'est AT&T, qui était l'équivalent de France Télécom, si vous voulez. Elle a dominé tout le territoire et était à l'international, puis un jour, elle a été cassée. Et je crois aujourd'hui, si vous allez dans certains coins de la Californie du Nord, il y a déjà des rumeurs qui circulent. À mon avis, c'est un petit peu la théorie complotiste, mais quand même qui est inspirée de romans de science-fiction qui sont très très récents. Google est en train d'essayer d'acheter une île quelque part pour éviter à tout contrôle territorial, pour maintenir leur autonomie. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'approche de la taille où l'État fédéral va commencer un petit peu à
réfléchir comment faut-il agir. Je crois qu'il y a ça. En même temps, je crois on est aujourd'hui dans une perspective qui est exclusivement occidentale et on oublie les acteurs chinois et les acteurs russes qui sont extrêmement puissants des deux côtés pour toute une série de raisons qui ne sont pas exclusivement liées à l'échelle, mais aussi à la capacité de produire de code, le transmettre, le rendre en des plateformes. Et il y a le grand inconnu qui reste à voir, c'est l'Inde. Qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner au-delà des grands ingénieurs qui travaillent avec les grandes entreprises américaines ou ailleurs. Je crois la cartographie de ce pouvoir actuellement est ce que vous décrivez, mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'elle va durer aussi longtemps que ça, parce qu'il y a d'acteurs assez importants et qui ont quand même des potentiels et des capacités qui vont émerger assez vite. Moi, juste une boutade, hein, mais puisque vous parlez de politique fiction, l'économie libérale ne laissera jamais une dictature s'installer aux États-Unis, les industries en particulier. Pareil. Il y avait une autre question, oui, juste à côté. Oui, moi, ce serait une question qui est peut-être beaucoup plus terre à terre, parce qu'on n'en a pas du tout parlé ce matin. C'est les conséquences, l'analyse des conséquences sur le physique des jeunes qui vont utiliser d'une façon massive, et justement à un âge où ils sont relativement fragiles et en pleine formation intellectuelle, l'utilisation massive des tablettes, que ce soit au titre de l'apprentissage de la lecture ou autre. Voilà. Je voudrais pas parler à la place du neurocogniticien et simplement renvoyer peut-être enfin, pour avoir lu les ouvrages de Stanislas Dehaene, on voit aussi qu'on a une plastique physique et cérébrale énorme, et que de lire sur du papier ou sur des écrans d'ordinateur qui sont pas très top peut avoir aussi des conséquences pas forcément très positives sur l'organisme. Mais je suis pas le plus compétent sur ces questions. Moi non plus, je suis pas complètement compétent, mais en fait, c'est difficile de répondre à ça. Il faudrait que les activités physiques soient radicalement différentes. Je sais pas comment. Par exemple, si on regardait les enfants qui font des jeux vidéo, moi j'ai regardé autour de moi tous mes enfants. Ils développent des compétences tout à fait fortes, tout à fait impressionnantes en termes de réactivité, etc., uniquement par la manipulation de ces manettes de jeu. Donc ils ont des temps de réaction. Enfin, ce que j'évoquais ce matin, c'est que ça allait changer probablement le fait par exemple d'apprendre à écrire directement au clavier et de ne plus apprendre l'écriture manuscrite. Ça va probablement changer un certain nombre de choses. De là à dire que ça va avoir un impact sur le physique, je ne crois pas. Pour répondre à votre question, je ne crois pas. Ou alors il faudrait vraiment que d'une manière générale, les outils numériques réduisent très très fortement l'activité physique humaine. Si c'est le cas, oui, si tout devient tellement virtuel ou dématérialisé qu'on n'agit plus du tout, on peut se dire qu'à long terme, ça va avoir un impact sur le physique humain. Mais comme disait Christophe tout à l'heure, à un moment donné, on peut penser que on ne va pas laisser les choses aller dans ce sens-là. Si on se remet à pédaler, à utiliser des bicyclettes, c'est parce qu'on a aussi besoin d'utiliser notre corps et qu'il y aura probablement une réaction de ce point de vue-là. Mais bon. Oui, peut-être juste un mot pour répondre à côté. Je crois, enfin sur le physique, je ne sais pas du tout, mais en revanche, les changements sont essentiels sur... par exemple, la perception qu'on a de la ville ou de l'espace. Et ça me semble extrêmement important. Par exemple, depuis que les GPS se sont démocratisés et qu'il y en a vraiment beaucoup, les gens ont beaucoup moins en tête le plan de la ville. Ou le plan de voyage qu'ils vont faire, et ils vont d'un endroit à un autre
sous la dictée de la machine. Et ça, c'est un point très important. Et puis, votre question me fait penser à un deuxième point aussi que je n'avais pas soulevé. Mais souvent, on parle des jeunes. Mais je pense que le livre numérique est extrêmement intéressant pour les personnes vieillissantes. Pourquoi ? Notamment parce qu'on peut augmenter la police de caractère. Et ça permet, pour beaucoup de gens qui ont la vue qui baisse, tout simplement de lire, que ce soit le journal, que ce soit un livre. Et ça ouvre quand même des perspectives qui sont assez intéressantes. Donc pour toutes des classes d'âge qui vont vivre de plus en plus tard, mais avec des yeux qui, eux, vieillissent de la même manière qu'avant. Voilà, donc là, il y a peut-être des choses intéressantes, mais ce sont des réponses un peu à côté de votre question, je le reconnais. Juste si je peux embrayer sur cette question-là, je reviens sur la question du GPS. Effectivement, là, c'est pas un changement physique, c'est clairement un changement cognitif. C'est-à-dire que quand on voyage avec un GPS, comme vous dites, on n'a plus besoin de se créer une représentation mentale de la zone dans laquelle on a voyagé. Ce qu'on doit faire d'une manière ou d'une autre quand on voyage avec une carte classique, c'est-à-dire qu'il faut se repérer son plan, donc on repère la topologie, etc. Le GPS, ça revient c'est l'ancêtre du navigateur, c'est-à-dire au moment où on faisait du cabotage, c'est-à-dire qu'on suivait des points qui étaient toujours visibles, et quand on n'était pas capable de tirer un trait droit, par exemple, entre deux points. Donc de ce point de vue-là, il y a une espèce selon moi, de régression cognitive. Par contre, je suis d'accord avec vous, les outils numériques ont des avantages non seulement pour les personnes vieillissantes, mais pour aussi les enfants ou les personnes en difficulté visuelle. C'est vrai aussi pour les dyslexiques, par exemple, dont on sait que parfois ils ont du mal à lire à cause de l'espace trop étroit entre les lettres que constituent les mots. Donc il y a des nouvelles applications maintenant qui permettent d'écarter les lettres, donc de favoriser la lecture. J'ai beaucoup insisté ce matin sur l'intérêt d'écrire à la main, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des enfants ou des adultes même, mais qui sont en grande difficulté pour écrire à la main, et donc il ne faut pas être dogmatique. Là. L'écriture au clavier, qui est beaucoup plus facile, leur permet de s'exprimer par écrit, de rentrer dans le monde de l'écrit, et de ne pas être bloqué à la porte de l'écrit, et donc il faut absolument favoriser l'utilisation de ces outils. Donc, bien sûr qu'il y a des grands avantages, tout le monde en est d'accord, à utiliser les outils numériques, même si, par ailleurs, ça peut changer un certain nombre de choses. Une question ? Moi, j'avais un peu envie de vous demander à tous les quatre. Vous nous avez offert une série de regards, d'analyses. On a un peu parlé du formatage qui fait désapprendre. Parfois, on a parlé de perte de compétences, on a parlé de risque de perte de liberté, à la fois sur le plan collectif et individuel, de traçabilité, de renforcement des inégalités. Voilà, peut-être de pollution. On aurait pu parler de bien d'autres choses encore. Et donc, ce que je voulais vous demander à chacun d'entre vous, puisque vous êtes chacun expert, quels sont, vous, dans vos domaines ou dans votre vie tout court, les interstices et les options que vous pouvez encore poser? Est-ce que vous pouvez encore faire des choix? Est-ce que vous êtes en mesure de dire non à quelque chose? Est-ce que, par rapport à tous les constats que vous faites, vous avez gardé une forme de liberté par rapport à cet ordre économique mondial, qui nous donne un peu le vertige? Oui et non. Pour certaines choses, on a une liberté, en tout cas moi je le sens, pour d'autres, non. C'est-à-dire, la question de la traçabilité, on ne la contrôle pas. Du fait qu'on est connecté, on est tracé, et ça, on n'a pas le choix. Après, la question qui se pose, doit-on avoir un rapport de propriété avec nos données ou bien de maîtrise?
Moi, j'opte pour la maîtrise parce que la propriété, je ne suis pas sûr, elle est nécessairement la meilleure des solutions à la fin, à la longue durée. Avoir une maîtrise, c'est autre chose. Ça va impliquer à la fois les autorités publiques et tout le reste pour nous donner une certaine manière de pouvoir dire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut, doit et selon quelles règles traiter nos traces. Je crois avec les traces, on n'a pas beaucoup de choix maintenant parce qu'on a laissé les choses se passer et puis on est avec quelque chose qui est de l'ordre du fait. Pour l'autre aspect qui est de l'ordre, est-ce qu'on a de choix, liberté? Je crois qu'on a énormément de choix. On n'a pas eu le temps de discuter beaucoup de choses. On a parlé des grands acteurs qui sont dominants, mais si vous avez, j'imagine vous le connaissez probablement autant ou mieux que moi, un petit peu de temps et de familiarité, il y a énormément d'options. Le monde numérique informatique est extrêmement riche du côté du libre et de l'ouvert, qui donne accès à la fois à des formes qui ne sont pas du tout soumises aux contraintes de l'exploitation économique, qui sont aussi performantes, et il faut juste faire le choix, non pas rester avec la facilité et accepter ce qui est peut-être le plus populaire. Et voilà, je crois qu'il y a énormément de choix qui existent et qui sont très très performants. Et du coup, moi, je me sens absolument... Alors, en même temps, il faut aller les trouver, mais ils ne sont pas très difficiles non plus, je dirais. Je ne me sens pas du tout dans le sens de otage aux prisonniers des contraintes. Mais dans certains aspects, comme la traçabilité, on n'a pas beaucoup de choix. Vous auriez un exemple précis d'alternative, justement ? On va prendre deux des grandes plateformes aujourd'hui, Twitter et Facebook. Il y a des alternatives qui existent en libre, qui sont aussi puissantes, qui peuvent communiquer avec Facebook, Twitter, si vous voulez toujours partager sur les réseaux le plus visible, et en même temps, vous restez hors la même traçabilité parce qu'ils vont vous permettre de chiffrer certains de vos données. Je vous donne l'exemple, si jamais on n'a pas la projection. Un tweet, c'est 140 caractères. Mais si vous tournez la cache arithmétique, il y a 128 variables qui sont associées à tweet, qui vont permettre à tous les algorithmes de vous identifier, même si vous allez utiliser un pseudo assez complexe. L'exemple qu'on donne pour illustrer, je vais faire un tweet à Saint-Raphaël à 17h15, j'ai 4 followers et je suis géolocalisé et le tweet a été retweeté 2 fois. L'algorithme va tout de suite deviner ce qu'il a fait. On ne voit pas cette dimension-là parce qu'elle est cachée derrière l'aspect informatique. Les outils qui sont de libre et de l'ouvert vous permettent aussi d'avoir un certain contrôle sur certaines de ces données. Les plateformes commerciales ne vous permettent pas. C'est juste un exemple. Pour Facebook, c'est pareil. Il y a énormément d'applications. Pour le traitement de texte aussi, parce qu'après, il y a les informations qui sont envoyées pour, soi-disant, améliorer l'application qui aussi inclut beaucoup d'informations sur vous comme utilisateur. Je crois que les choix sont relativement simples. Pour ce qui est... je reviens sur les questions d'éducation ou d'écriture manuscrite versus écriture dactylographique ou de lecture numérique versus lecture papier. On a toujours le choix. De toute façon, on peut choisir les outils avec les livres que l'on veut lire, le support sur lequel on veut lire. Pour l'écriture, on peut choisir, dans la mesure où on est capable d'écrire à la main et d'écrire au clavier, on peut choisir le support, la façon d'écrire. Si on systématise l'apprentissage de l'écriture dactylographique à l'école, par exemple, le problème, c'est qu'on va perdre la possibilité de choisir dans la mesure où on ne saura plus écrire à la main, par exemple. Mais j'ai été intéressé par aux États-Unis, il y a eu cette tendance, cette incitation de la part de l'organisme fédéral qui donne les prérogatives ou qui donne des conseils pédagogiques à tous les États des États-Unis sur les programmes scolaires, et qui dit clairement qu'il faut apprendre aux enfants, dès le cours préparatoire, ou l'équivalent, à écrire au clavier. Et il ne mentionne plus l'écriture manuscrite. Donc ça a fait ça a créé beaucoup d'émoi aux États-Unis. Et puis, quand j'ai suivi ça ces derniers temps, c'était en 2013, ça, il s'avère que le choix, ils l'ont eu aux États-Unis. Tous les États qui, au début, s'étaient plutôt prononcés massivement en faveur de ces préconisations, reviennent un petit peu sur ce choix. Les écoles elles-mêmes
font des choix, c'est-à-dire que tous les enseignants ne choisissent pas d'apprendre aux enfants à écrire au clavier. Et un élément qui a été déterminant, ou qui a joué un rôle très important pour ça, c'est un article du New York Times qui est sorti en fin 2013, si j'ai bonne mémoire, qui montrait que en Californie, dans la Silicon Valley, là où sont scolarisés les enfants d'une grande partie des cadres supérieurs des grandes entreprises du numérique, eh bien dans ces écoles, qui sont des écoles assez huppées et très chères au passage, il y avait des choix qui étaient faits assez paradoxaux parfois, qui étaient pas d'écran, pas d'informatique, pas de numérique pour les apprentissages. Et ce qui était donné comme argument, c'est que les apprentissages, finalement, doivent être complètement indépendants des outils, à cause du fait que les outils sont obsolètes, que ce sont des outils et que ça ne doit pas devenir des prothèses, et que les apprentissages, c'est quelque chose qui, de loin, dépasse les outils. Donc il y a des choix, il y en a toujours. Je pense que on est en mesure de choisir finalement ce qu'on veut faire, même au niveau de la société et au niveau de l'individu. Comment voyez-vous l'avenir des classes et des médiathèques ? Peut-on imaginer qu'il y aura la disparition des salles de classe, avec notamment ce qu'on voit des MOOCs et les médiathèques qui ne seraient plus utiles ? Non, ça je crois pas. Les MOOCs, c'est un outil. Ça remplace pas complètement la relation avec le professeur. C'est une autre manière de travailler. Moi, les MOOCs, alors ce sont ça veut dire Massive Course Online. Ce sont des cours qui sont sont des conférences par exemple qui sont filmées et qui sont ensuite sur les sites par exemple des grandes universités. Il y a un site français qui s'appelle FUN, qui rassemble la plupart de ces cours en ligne qui sont proposés par les universités françaises. Je crois il y aurait beaucoup à dire sur ces enseignements. C'est à la fois extrêmement intéressant comme outil, parce que ça permet, par exemple, d'écouter une conférence d'un très grand savant, où que vous soyez. Mais en même temps, il y a une forme de standardisation de l'enseignement qui se produit. Vous avez par exemple des universités africaines qui vont utiliser beaucoup d'enseignements qui sont des enseignements américains pour nourrir leur programme. Donc voilà, c'est comme toujours avec le numérique, c'est le pire et le meilleur. Et il faut composer avec les deux et essayer de s'arranger avec les deux et d'essayer de prendre le meilleur du meilleur et de se départir du pire, ce qui n'est pas toujours facile. Et pour vous répondre, madame, quand vous disiez quel degré de liberté, comment on fait par rapport aux traces qu'on laisse, pour donner un exemple très concret, je suis sans doute suréquipée en matériel informatique, mais c'est vrai que pour ce qui est de mon agenda, j'ai une gomme et un crayon. J'y tiens beaucoup. Et souvent, on me dit, mais tu es folle, et si tu le perds, c'est embêtant, parce que le numérique, l'avantage, c'est pas faux. D'ailleurs, tu le retrouves, puisqu'il est dans le cloud, si c'est un agenda Google, mais je garde ma gomme et mon crayon. J'espère ne pas le perdre. Mais c'est vrai qu'il y a eu, sous forme de boutade, vous voyez circuler sur Internet, mais ça n'est pas qu'une boutade, c'est vrai que la technologie du livre papier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bilan carbone beaucoup plus, évidemment, bien meilleur que celui du livre numérique. On n'a pas de problème ni de connexion, ni de trouver l'électricité, etc. Donc ce sont des technologies qui demeureront d'une manière ou d'une autre complémentaires. Et je crois que quand j'évoquais l'idée d'une inversion, ce n'était en aucun cas l'idée d'une suppression. Et non, juste quelques résultats d'enquête qui viennent du monde anglo-saxon, justement en ce qui concerne les MOOCs, parce qu'ils ont un peu plus de recul chez eux qu'en France, et qui montrent que les résultats sont parfois
très mitigé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée qu'on puisse rendre accessible des savoirs, des connaissances et des discours d'experts des plus grandes universités américaines. Et en fait, les enquêtes montrent que sur la masse, il y a effectivement un effet d'aubaine énorme, beaucoup d'inscriptions massives pour les premières étapes, parce que les MOOCs, ça se fait par cycle, par étapes, qui donnent lieu d'ailleurs à des formes de validation et de contrôle suivis, notamment par QCM, et qui montrent qu'il y a une déperdition considérable du public des MOOCs. Il y a des gens qui ne s'accrochent pas, justement parce qu'ils manquent d'une scène sociale, physique, et surtout d'une médiation humaine et experte. Et donc, il y a manifestement, c'est le début aussi, il ne faut pas non plus conclure trop vite, mais quand même pas mal de déchets. Pour répondre à la question que tu posais aussi, difficile de dire à quel point on peut se sentir libre ou entravé, mais il y a des formes de résistance aussi qu'on peut essayer de mettre en place, en devenant aussi nous-mêmes, et les institutions en particulier dans lesquelles on travaille, des experts du numérique, et du numérique qu'on utilise autant. Alors on peut militer dans des collectifs, un savoir commun, donc autour effectivement des biens communs de la connaissance. Donc ça, c'est une façon aussi de résister de façon intelligente, je crois, et faire en sorte aussi que les institutions dans lesquelles on travaille, alors je retrouve ce dont vous parliez autour des médiathèques, permettent aussi parfois de montrer des directions, d'apporter un peu d'aide, d'alerter les gens aussi sur ces questions comment dire, liberté surveillée numérique. Qu'est-ce que ça veut dire que d'utiliser les suites Microsoft, toute la gamme des outils Google déclinés. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des ateliers numériques dans les médiathèques qui consiste notamment à faire en sorte que les gens utilisent très vite des outils. Donc on les fait skyper, avant de leur expliquer ce que c'est exactement, on les fait skyper avec leurs petits-enfants, ou on leur fait créer une boîte Gmail. Moi, je pense qu'il faudrait une étape peut-être intermédiaire aussi, où on pourrait leur dire, voilà, l'état des forces, les outils qui sont développés par telle ou telle compagnie. Gmail, c'est une suite qui permet aussi à Google, à un moment, de vous pister sur tout, quoi, sur tous les outils que vous utilisez et sur les mails que vous envoyez, parce qu'il y a aussi ces formes de lecture industrielle où ils savent ce qu'on écrit et ils peuvent le réutiliser ensuite, le réinjecter. Quand on utilise Google aujourd'hui, vous avez vu maintenant avec les premiers résultats qui s'affichent sont des résultats de publicité. C'est écrit d'ailleurs, c'est pas très connu quand même. Voilà. Et ce sont des contrats que Google passe avec ses clients qui leur permettent, parce qu'ils payent parfois plus que les autres, d'apparaître en première place. Les utilisateurs ne sont pas vraiment informés de ça. Travaillant dans des médiathèques publiques, je pense qu'on peut avoir un rôle de passeur d'informations dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Oui. Alors moi, par rapport à tout ce que vous venez de dire, je bosse en médiathèque, donc évidemment, je me sens bien concernée. Il s'avère quand même qu'au niveau des médiathèques, on ne touche pas la majorité des personnes par rapport justement aux conseils qu'on pourrait leur donner. Et en tant que maman aussi, je me dis, nous, on fait partie de la génération qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'en effet, on n'était pas complètement dans le numérique, on y est venu. Et mes enfants sont nés avec le numérique. La génération à venir, c'est-à-dire les enfants de mes enfants, je suis assez inquiète parce que déjà que je parais ringarde aux yeux de mes enfants quand je leur dis en effet ne marque pas ça ou ne mets pas telle photo parce que tu sais ça peut rester sur etc. J'ai beau le dire 100 fois régulièrement, en discuter avec eux, je passe quand même pour une maman ringarde. Alors je me dis quelle objectivité eux vont avoir auprès de leurs enfants pour pallier justement à ce genre de danger, ou de quelle part ils vont avoir dans l'éducation de leurs enfants par rapport au danger du numérique. Il y a eu l'année dernière un sondage de l'INRIA qui est absolument très très révélateur et qui montre que les gens qu'ils appellent homo numericus, les plus engagés, les plus équipés, sont les plus vigilants. Je crois que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Alors vos enfants qui sont natifs, entre guillemets, seront beaucoup plus vigilants.
À mon sens, je crois. Il y a cette tournure les gens qui utilisent le plus d'habitude et qui sont le plus informés et le plus intéressés en même temps sont les plus vigilants parce qu'ils commencent effectivement à comprendre à la fois les enjeux et ainsi de suite et ils vont transmettre, à mon sens, cette vision. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Moi, à un certain moment, j'étais fasciné par le bouton qui est sur Google « J'ai de la chance ». Je ne sais pas combien de vous l'avez utilisé. Il existe du premier jour que Google a été lancé. Je les ai contactés, ils étaient très gentils avec moi, ils m'ont donné les statistiques, c'est 0,00001% qui utilisent. Et après, les gens s'imaginent, en anglais c'est I'm feeling lucky, les gens n'utilisent presque jamais. Et ce qu'il fait, il évite les publicités, il vous donne le seul résultat qui est considéré le plus pertinent à votre requête. Alors c'est intéressant aussi. Il a toujours existé dans l'interface, on n'a jamais dit à quelqu'un de l'utiliser. Il faudrait... après, je vois la difficulté parfois avec les enfants, mais sauf que... Ils n'écoutent pas ce type enfin, ils ne reçoivent pas ce type d'avertissement. Et là, il faut plutôt les gagner à ce genre de questions et de problèmes par l'expérience. Rappelez-vous l'expérience de cet enseignant il y a 1 ou 2 ans qui a créé de toutes pièces un auteur qui n'existait pas, qui a créé une fausse notice sur Wikipédia et qui a demandé à ses élèves de faire un travail sur cet auteur qu'il avait créé de toutes pièces, sans leur dire, bien sûr. Voilà, ils sont tous revenus avec la même notice qu'ils avaient trouvée sur Wikipédia, donc très contents, satisfaits de s'être débarrassés de la consigne scolaire, et il les a bluffés. Et manifestement, évidemment, la classe est sortie de cette expérience avec une histoire à raconter, mais avec effectivement un acquis très fort. Sauf qu'il faut s'intéresser à ce qui, du coup, de très près aussi à ce qu'ils font et peut-être en discuter avec eux. Et Milad a raison, là, je pense qu'il y a beaucoup d'expertise quand même, malgré tout ce qu'on a pu dire de très critique, il y a beaucoup d'expertise chez eux. Nous approchons de la fin de notre table ronde. Je voulais... en lisant vos ouvrages et en réfléchissant, je vois les mots nouvelle économie, du partage, économie horizontale, contributive, coopérative, et tous ces termes m'évoquent pour moi l'univers libertaire du 19e siècle ou des valeurs chrétiennes. Et je me suis demandé à quel point la culture numérique n'est pas en faux ou en biais par rapport à la culture capitaliste dans laquelle nous vivons. Puisque l'accès libre, vous avez souvent évoqué l'idée qu'il n'y avait plus de propriété, voilà. Oui. Voilà. Je crois que le langage est un combat. Et le monde du numérique, c'est très bien utiliser le langage. Tout à l'heure, je disais en plaisantant que le cloud, là, on pense des mots qui se promènent dans des nuages et tout ça est très joli. Ce sont des grosses machines énormes qui sont en grande partie possédées par, là encore, des groupes industriels extrêmement puissants. Ce sont des machines qui sont aussi extrêmement consommatrices d'énergie. Donc voilà, le partage, l'économie du partage, il y a une économie... il y a des côtés qui relèvent effectivement d'une économie un peu libertaire, peut-être même tout ce qui est wiki, tous les wikis, y compris Wikipédia. Et puis, vous avez aussi une autre manière du capitalisme de créer des entreprises lucratives. Il y a les deux. Uber, c'est pas une entreprise philanthropique. Voilà, pour donner un exemple parmi beaucoup. Enfin, disons que on utilise le partage aussi pour faire des profits. Voilà, donc on a les deux. Donc, est-ce que sur cette, nous allons peut-être conclure sur cet échange, à moins qu'il y ait des dernières questions. Oui. Bonjour. Cloud, MOOCs, mail.
Alors, je pose une question très simple. Y a-t-il un avenir pour les professeurs de langue étrangère, autre étrangère à l'anglais, étranger à l'américain? Moi, je dirais que absolument oui, et même plus qu'avant. Parce qu'on voit moi, j'ai étudié le cas de l'hébreu et de l'arabe sur Twitter. C'est des communautés particulières pour une série de raisons, mais pas politiques, à cause de la nature des langues. C'est ça qui est intéressant. On voit tout de suite au début, les jeunes, si on regarde les statistiques auxquelles on avait accès, commencent à écrire en anglais, ou bien en hébreu ou en arabe. Puis après, ce qu'ils inventent, c'est une langue hybride, que c'est les conventions de ceux qui maîtrisent les deux langues vont pouvoir déchiffrer. Et ils commencent à créer vraiment une version qui s'appelle arabiche, hébriche, etc. C'est très très remarquable. Et du coup, à mon avis, c'est ça que j'essaie de dire. Le local, dans ce sens culturel, linguistique, pas sous la dominance de l'anglais, l'impérialisme, etc., va revenir avec force, à mon avis, plutôt que l'inverse. Et que dire du chinois? Comment pouvoir... Parce que je sais que... je te fatigue. Jean-Luc avait toute une pensée sur le chinois, mais peut-être aussi Milad. Je sais que le problème du numérique en Chine, c'est un problème... Enfin, en Chine, oui. C'est un problème très crucial. Là, il y a eu un superbe article dans une revue une grande revue américaine il y a quelque temps, parce que les Chinois font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup les téléphones portables pour écrire, pour communiquer, sauf que pour le langage, le système graphique chinois classique, idéographique, c'est très compliqué avec ces outils. Donc ils utilisent une autre forme d'écriture qu'on appelle le pinyin. Bon, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est une écriture qui est basée sur les lettres romaines. Et comme le chinois est une langue à tons, donc il y a des chiffres pour indiquer si c'est le premier ton, le deuxième ton, le troisième ton. Bon, je pense que c'est assez complexe. Toujours est-il que le résultat de cette pratique, c'est que, à force d'écrire et de lire dans cette langue pinyin, les jeunes Chinois deviennent incapables de lire leur langue écrite traditionnelle, ce qui pose un gros problème à toute la société chinoise, qui, comme vous le savez, est basée sur des populations très importantes qui ne parlent pas tous la même langue. Il y a le mandarin, le cantonais et d'autres langues, etc. Ce qui unit les Chinois, c'est leur langue écrite, parce qu'ils écrivent tous de la même façon. Et donc, si les jeunes ne savent plus lire la langue écrite, ça risque d'avoir des conséquences assez importantes. Et, les gens s'alarment un peu de ça. Je crois que le sujet évoque des questions sans fin. Et nous allons peut-être, pour aujourd'hui, nous arrêter là. Merci beaucoup. Une dernière question? Une dernière question. Oui, est-ce que ne pensez-vous pas qu'en définitive, le problème que nous rencontrons tous, enfin du moins des gens de ma génération, c'est que le numérique a complètement modifié l'échelle du temps et l'économie en quelque sorte, et que par ailleurs il est en perpétuelle évolution, les outils évoluent constamment, alors qu'on n'a pas fini d'assimiler ce que l'on pouvait savoir sur les précédents, on en est déjà à la génération suivante, et c'est ce qui donne un petit peu le tournis, donc je voudrais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus. Je propose un dernier tour pour ceux qui veulent intervenir sur ce point. Oui, enfin, sur le temps, le numérique écrase le temps, oui, d'une certaine manière, puisque les échanges peuvent être immédiats. Enfin, il écrase le temps et les distances, c'est une articulation entre les deux. Ça, c'est incontestable, c'est même à la fois l'apport et ce qui est vertigineux. Sur les technologies et ces innovations permanentes, oui, enfin... Je dirais oui et non, parce que si vous regardez sur les téléphones, on a eu les téléphones première génération, puis les smartphones qui permettent de recevoir des mails. Après, ils peuvent être améliorés, mais dans le fond, ce sont des améliorations qui ne changent pas véritablement le paradigme dans lequel on est.
quand on passe de la 2G à la 3G à la 4G, etc., disons, il y a un moment où effectivement on peut regarder plus aisément de la vidéo sur son téléphone, mais pour le reste, il n'y a pas une innovation de rupture. Ce sont des innovations de produits qui améliorent la qualité si on le souhaite. Mais d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui continuent à conserver leur téléphone 2G, d'où le fait que on ait besoin de réseaux diversifiés pour répondre aux besoins de ces téléphones qui sont encore un peu anciens. Donc voilà, je crois que dans cette espèce de vertige technologique, il y a des innovations qui sont très fortes, mais il y en a d'autres qui sont simplement des évolutions, là, pour le coup, qui n'ont pas ce caractère vertigineux, il me semble. Oui, moi je partage aussi évidemment le constat en termes d'accélération du temps, et en particulier sous l'effet du numérique. Regardez les algorithmes boursiers, avec une vitesse de calcul qui dépasse de loin la décision humaine. Et là, je crois qu'il y a effectivement une réflexion collective à mettre en place sur ces questions, même si... alors si on suit justement un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Accélération, une histoire sociale du temps, pour lui on peut avoir cette réflexion, on peut essayer de mettre en place des poches de ralentissement avec Slow Food, Slow City, mais sa conclusion c'est que la bataille est définitivement perdue. Certains vont effectivement se déconnecter intégralement et s'isoler, mais c'est marginal. On ralentira plus. Donc, faut aussi apprendre à vivre avec, je crois. Ce sera le mot de la fin. Merci. Donc, merci à Jean-Luc Vollet, Françoise Benamou, Christophe Evans, Milad Douéhi.